réveil, ravi de vous retrouver. C'est le morning, il est 8h à Tel Aviv et voici ce qu'il faut retenir de l'actualité. La tension est vive ce matin à la frontière entre Israël et la Syrie. Tsahal a déjoué hier soir un attentat en éliminant 4 terroristes. Ce matin à l'aube, nouveau raid sur des cibles militaires près de la frontière libanaise. Israël pour l'heure dément sa responsabilité. 2 jours après que la terre ait tremblé, le Népal continue de pleurer ses disparus. Le bilan s'élève ce matin à 3200 morts et le défi ce lundi, c'est l'acheminement de l'aide internationale et l'organisation des équipes de secours sur place. Et puis ce fait assez rare pour être souligné, Israël est en train d'évacuer en urgence depuis Katmandou 26 nourrissons. Ils sont nés de mères qui les ont portés pour le compte d'Israéliens venus les récupérer au Népal. Ban Ki-moon est attendu en Italie ce matin. Il devrait participer à une sortie en Méditerranée pour montrer sa solidarité après la mort de centaines de migrants la semaine dernière. Mais il rejette la solution de l'Union européenne. Pas d'intervention militaire contre les passeurs libyens. Enfin, c'est le one-man show le plus attendu de l'année, exercice incontournable pour chaque président américain. Humour et autodérision lors du dîner annuel des correspondants à Washington. Et vous allez le voir, personne n'a été épargné. Bienvenue à tous. L'armée israélienne est donc sur le qui-vive ce matin. Hier soir, je vous le disais en titre, Tsahal a donc déjoué un attentat en éliminant 4 terroristes le long de la frontière entre Israël et la Syrie. Et puis ce matin à l'aube, ce nouveau raid sur la frontière libanaise. Israël dément pour l'heure toute responsabilité. Myriam, quelle est la situation ? Effectivement, pas de démenti officiel parce qu'Israël ne reconnaît aucune implication dans les incidents de ces dernières semaines. Il faut préciser aujourd'hui que la tension est à son comble à cette frontière israélo-libanaise, israélo-syrienne et syro-libanaise. Effectivement, on distingue 4 incidents. On va remonter par le dernier d'entre eux, celui qui concerne effectivement ce dernier démenti dont vous parlez. Il s'agit donc d'un incident à la frontière libano-syrienne. Il y aurait eu des raids israéliens selon Al Arabiya et Al Jazeera, sauf que des sources fiables de la sécurité israélienne indiquent ce matin qu'en fait il s'agirait de combats entre Jabhat al-Nusra, l'organisation terroriste des rebelles syriens, qui sont en guerre donc contre le régime de Bachar al-Assad et le Hezbollah. Ceci est donc un incident dans lequel Israël ne serait pas impliqué. Et pourtant, il faut préciser également que ce samedi, il y aurait eu toujours, selon Al Jazeera, d'autres raids israéliens qui ont été menés dans ce même secteur. Ce serait contre une base militaire de Bachar al-Assad et cela visait notamment des missiles longue portée qui étaient entre les mains du Hezbollah, l'allié le plus fidèle de Bachar al-Assad. Et puis l'incident dont vous parliez également dans vos titres, ce sont 4 terroristes qui ont été effectivement tués. C'est cette fois-ci dans le secteur de Ramat HaGolan, la plaine du Golan, en Israël. On ne sait pas exactement si c'est sur le sol israélien ou si c'est sur le sol syrien. Une chose est sûre, il y aurait eu des terroristes qui auraient été repérés par des soldats israéliens en train d'installer des charges explosives à la frontière, exactement sur le secteur des patrouilles de l'armée israélienne. Des charges explosives qui ont été détectées. Les terroristes auraient donc été tués apparemment par un drone de l'armée israélienne, toujours dans ce secteur, ce qui montre bien que le secteur est avec une tension à son comble. Voilà pour la situation, on va continuer évidemment d'en reparler tout au long de cette édition. Cyril, qu'en dit la presse ce matin ? Et effectivement, la presse revient très largement ce matin sur cet incident qui a lieu hier soir et c'est le Israël Hayom qui revient ce matin sur le film des événements. Il est 21h30 hier soir donc lorsque l'armée israélienne identifie un groupe de terroristes à la frontière israélo-syrienne près du village druze de Majd al-Shams. Les 4 terroristes ont franchi la frontière, ils s'affairent pour placer des explosifs mais quelques minutes plus tard un drone israélien décolle. La frappe est précise, les 4 terroristes, nous dit le Israël Hayom, sont tués sur le coup. L'attaque est déjouée mais la tension monte, titre ce matin le quotidien de gauche Haaretz. Pourquoi ? Parce que 48 heures seulement après les raids aériens israéliens, présumés évidemment, contre des positions de l'armée syrienne et du Hezbollah dans la région du Kalamoud, l'escalade est plus que jamais envisageable. L'armée est en état d'alerte, nous dit le journal, alors que la frontière nord s'embrase, renchérit de son côté le quotidien gratuit Israël Hayom. Alors qui a commandité cette attaque ? Tout le monde se pose la question ce matin. L'expert militaire du Israël Hayom, Yoav Limor, tente d'y répondre.
Londres, et lui, il voit l'empreinte du Hezbollah, la milice chiite libanaise qui aurait souhaité, selon lui, mener rapidement une opération de représailles au raid israélien présumé de vendredi dernier. Une hypothèse renforcée, selon le journaliste, par le fait que l'attaque ait été menée à partir d'un territoire placé sous le contrôle de l'armée syrienne, dont vous le savez, le Hezbollah est l'un des principaux alliés. Mais attention, avertit Yoav Limor, le Hezbollah et Israël jouent un ping-pong dangereux, car il y a dans chaque incident un fort potentiel explosif, et très rapidement les deux parties pourraient perdre le contrôle de la situation. Myriam. Oui, deux petites précisions. La première, c'est que donc le bilan est donc monté de 3 terroristes à 4 terroristes tués à cette frontière israélo-syrienne. Et la deuxième, c'est que tout cela s'inscrit également dans le cadre de transfert d'armes supposés de Bachar al-Assad au Hezbollah, dont Moshe Ayalon, le ministre de la Défense israélien, s'inquiète grandement et qui fait automatiquement le lien, évidemment également, avec l'Iran qui arme régulièrement le Hezbollah et l'armée de Bachar al-Assad. Voilà, le ministre de la Défense israélien qui a insinué évidemment qu'Israël ne permettrait pas au Hezbollah de se réarmer hier, voilà, qui fait la logique. Un dernier titre, Cyril ? Non, voilà, c'est tout pour voilà, ce sujet. C'est tout pour ce sujet dans la presse israélienne. On va évidemment, je vous le disais, y revenir tout au long de cette édition avec les informations qui nous parviennent minute après minute. Et puis l'autre titre de ce matin, c'est évidemment la situation au Népal. Selon un bilan encore provisoire, eh bien, on fait état ce matin de 3200 morts et au moins 7000 blessés par le séisme. L'aide internationale est en train de s'organiser, mais les sauveteurs font face à plusieurs difficultés, destruction massive et effondrement sur place des infrastructures de ce petit pays. Ni eau, ni électricité, ni communication. Myriam Aman. La destruction à perte de vue. Des immeubles effondrés et la fouille des décombres à la recherche de survivants, parfois à main nue, ralentis par la météo. Dans la nuit de dimanche à lundi, les secouristes ont été contraints d'interrompre leurs opérations en raison d'une pluie intense. La nuit dernière, il pleuvait. Nous étions tous trempés, y compris les enfants. Nous avons appelé les autorités à l'aide. On nous a dit que les secours arrivaient dans une demi-heure, mais personne n'est venu. Et parfois, c'est le miracle. Des personnes affaiblies mais bien vivantes sont sorties des décombres. Les blessés continuent d'affluer vers les hôpitaux, des hôpitaux saturés, parfois obligés de soigner dans la rue, à même le sol. Par crainte de nouvelles secousses, les Népalais ont passé leur 3e nuit dehors. J'ai vu les immeubles s'effondrer et d'autres tomber en morceaux. Alors les habitants sont sortis pour s'installer dans des tentes, là ils pouvaient se mettre. Il y a toujours des gens pris au piège, certains n'ont toujours pas été sortis des décombres. Le bilan s'alourdit d'heure en heure, les Népalais pleurent leurs morts et les crémations s'enchaînent selon le rituel hindouiste. Tout le monde ici incinère les corps des victimes du séisme. Mon père et mon grand-père sont morts. Ils ont été ensevelis sous notre maison. Dans l'Everest, les recherches de survivants se poursuivent également. Dans des conditions très difficiles, les camps de grimpeurs les plus élevés sont toujours coupés du monde. Comme à chaque catastrophe de cette ampleur, l'aide internationale s'organise. Des secouristes arrivent des 4 coins de la planète, de France, d'Allemagne ou encore d'Israël. Des secours qui arrivent au compte-gouttes, tant les problèmes logistiques sont immenses et pourtant, le temps presse. Voilà, le temps presse et tous les moyens sont nécessaires évidemment pour retrouver les disparus. Rudy, Facebook également s'y est mis. Oui, on l'a dit, on est dans un contexte où les lignes téléphoniques sont souvent coupées, où le réseau électrique fonctionne mal. Et bien, dans ce contexte, Internet est l'un des meilleurs moyens pour les touristes notamment de donner signe de vie à leur famille, tout simplement parce que certaines zones sont reliées à un Internet 3G. Alors, c'est dans ce contexte que Mark Zuckerberg a annoncé ce week-end la mise en service du dispositif Safety Check. Safety Check, c'est un dispositif très simple qui avait été créé en octobre dernier et dont l'idée était venue après le tsunami au Japon en 2011. Alors le principe est assez simple, si vous vous trouvez dans une zone de séisme, Facebook vous invite à confirmer automatiquement le fait que vous êtes bien en vie par une simple pression sur votre smartphone. Et puis de l'autre côté, pour les proches qui pourraient s'inquiéter, une liste d'amis présents dans la zone se constitue automatiquement et on sait donc parmi ces amis Facebook qui a donné des nouvelles ou non.
Google également a aussi activé sa fonction Person Finder qui, dans un système différent, un peu plus compliqué, a le même objectif. Voilà, et puis de manière générale, en termes d'information, on le voit très clairement, cette fois encore, qu'Internet a pris le pas finalement, les réseaux sociaux ont pris le pas sur les représentations officielles. Oui, parce qu'il y a de l'urgence, il y a le besoin des familles de savoir, et donc automatiquement les réseaux sociaux sont devenus le premier réflexe. La force de diffusion d'une photo fait qu'un appel peut être très vite relayé, un appel à témoins peut être très vite relayé. C'est pourquoi on voit naître partout dans le monde des pages pour retrouver des touristes portés disparus. Par exemple celle-ci en Israël, une page qui a été créée pour diffuser les photos de portés disparus. Je rappelle qu'il y avait 2000 touristes israéliens au Népal au moment du séisme, et un peu moins de 200 d'entre eux ne se sont toujours pas manifestés. Merci Rudy, on l'a dit, l'urgence à présent, c'est le déploiement des équipes de sauvetage venues du monde entier. Et Israël a dépêché plus de 250 militaires pour la recherche des survivants, mais également une équipe de médecins et d'infirmières. Ils vont installer sur place un centre médical multiservice, dont une maternité. Reportage. Après l'annonce de la catastrophe au Népal, Israël a été l'un des premiers pays à réagir en décidant d'envoyer une délégation du commandement de la défense passive, Pikoud HaOref en hébreu, spécialisé dans les situations d'urgence comme celle-ci. Notre mission principale est de sauver des vies. Nous emmenons une importante délégation, 260 personnes, pour apporter notre soutien à la population népalaise. Parmi ces personnes, il y a également une équipe de recherche et de secours afin de pouvoir retrouver un maximum de victimes ensevelies sous les décombres et les sauver. Nous allons également construire un hôpital de campagne afin de pouvoir soigner les victimes. 90 tonnes de matériel et d'équipements médicaux accompagnent la délégation la plus importante jamais envoyée par l'armée israélienne à l'étranger. Une unité composée essentiellement de réservistes, parmi lesquels des médecins et du personnel de santé. Nous avons beaucoup d'expérience dans ce domaine. Nous sommes allés dans divers endroits déjà à travers le monde. Notre mission, apporter notre soutien à un maximum de monde et être le plus rapide possible sur place. Leur première mission à l'étranger remonte à l'année 1998 au Kenya, où plusieurs explosions avaient visé l'ambassade des États-Unis. Depuis, l'unité a pu réaliser jusqu'à une vingtaine de missions, au moment notamment du tremblement de terre en Turquie il y a 15 ans, ou plus récemment celui de Haïti en 2010. La dernière en date, en 2013, s'était déroulée aux Philippines quand le typhon Haiyan avait ravagé une partie du pays. Nous parlons beaucoup avec la délégation de l'ONU pour coordonner nos missions, également pour être au bon endroit, au bon moment, en somme être le plus productif possible. Il n'y a pas de frontières quand les personnes ont besoin d'assistance. Objectif, être le plus rapide possible car chaque minute compte pour sauver le maximum de vies, réduire les blessures et les dommages matériels. La délégation devrait opérer sur place pour au moins les 2 prochaines semaines. Bonjour Yael Bornstein, vous êtes capitaine de réserve dans l'unité de l'arrière-front. Alors en quelques mots, comment s'organise une telle mission? Tout doit se faire dans l'urgence finalement. Dans l'urgence, dans le stress, dans tout ce que vous pouvez imaginer, mais absolument dans le protocole. C'est-à-dire les équipes sont choisies en fonction des besoins, en fonction des disponibilités bien évidemment. Chacun sait où il doit aller, il n'y a vraiment aucune truc. Donc on a des docteurs, des pharmaciens, des infirmiers, des psychiatres aussi. La délégation qui part est donc de 260 personnes. On ne se retrouve pas dans une situation où les gens partent un petit peu sans savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Tout est prévu. Alors un mot de ces équipes médicales, on l'a dit, Israël va installer sur place un hôpital de campagne. C'était déjà le cas à Haïti, au Japon. Quelle expertise à Israël pour ce genre d'opération? Déjà, ça fait plusieurs années qu'Israël envoie des secours systématiquement aux pays qui les acceptent. Ça n'a pas toujours été le cas. Tout d'abord, déblayer, trouver des survivants. C'est une des raisons principales pour laquelle ils s'en vont. Soigner les locaux, pas seulement les Israéliens. Ramener les Israéliens qui souhaitent revenir en Israël. Et donc mettre en place cet hôpital de campagne qui est vraiment ce qu'on peut appeler un hôpital, c'est-à-dire avec tout. Vous avez la radiologie, la pédiatrie, l'obstétrie, tout ce dont les gens ont vraiment besoin pour continuer à survivre avec les premiers soins et même l'hospitalisation.
Qui sont ces médecins et ces infirmières? Ce sont des civils ou des militaires? Ce sont des militaires, mais la plupart d'entre eux sont réservistes. Donc ce sont des gens comme vous et moi qui retournons à l'armée quand l'armée a besoin de nous, et en l'occurrence là en cas d'urgence. Alors vous l'avez dit, certains pays n'ont pas accepté l'aide israélienne. Est-ce qu'il y a des accords entre Israël et l'ensemble des États finalement, ou ça se fait au cas par cas? Non, alors ça se fait au cas par cas. Évidemment, Israël propose quasiment systématiquement son aide. Ce n'est pas toujours accepté. Par exemple, en mars 2010, lorsqu'il y a eu le tremblement de terre en Turquie, c'est à l'époque Ehud Barak qui était le ministre de la Défense. Il avait proposé l'aide à la Turquie, avec qui la relation était déjà pas au beau fixe comme elles le sont aujourd'hui. Eh bien, on nous avait gentiment répondu merci, mais non merci. Voilà. Alors, pour finir, l'arrière-front israélien vient d'adhérer au club très fermé des armées capables d'intervenir en cas de catastrophe naturelle. Concrètement, ça change quoi? Ça change pas grand-chose. D'abord, c'est pas tout récent, hein, comme on l'a dit un peu plus tôt. Depuis 2010 et même avant, on envoyait des équipes. Elles étaient moins organisées, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on parle absolument de la moralité des soldats de Tsahal, de la puissance de Tsahal, de pouvoir déployer de tels moyens, l'humanité, la morale. Aux Philippines, en 2013, lors du tremblement de terre et de la catastrophe du tsunami, ont accouché des dizaines de bébés, un petit bébé qui s'était appelé Israël pour remercier les soldats israéliens, etc. Donc on voit vraiment non seulement la puissance, la notoriété au niveau international et la gentillesse et la largeur d'âme, la solidarité, oui c'est ça, des soldats de Tsahal. Merci beaucoup Yael. Et puis voilà, on l'a vu, hein, Tsahal est intervenu et puis finalement c'est le ministère des Affaires étrangères à Jérusalem qui chapeaute également toutes ces situations d'urgence. On en parle avec vous, Daniel Sheikh, diplomate israélien à Jérusalem. Dans ce genre de situation, une cellule de crise est immédiatement établie. Comment ça se passe dans les premières heures? C'est déjà très rodé, puisque même dans le quotidien, il y a une cellule de crise qui fonctionne au ministère 24 heures sur 24, parce que, puisque le ministère chapeaute des événements qui se passent sur toutes les zones de la Terre, il y a toujours quelque chose. Ça peut être un accident de voiture où un citoyen israélien a perdu la vie, ou ça peut être une catastrophe naturelle, ou une guerre, ou un soulèvement militaire, ou que sais-je. Il se passe toujours quelque chose. Donc il y a ce qu'on appelle le Situation Room, qui est la cellule de crise qui fonctionne 24 heures sur 24. Et puis quand il y a un événement d'envergure qui se passe dans un pays quelque part, tout de suite, une équipe spécifique se met en place pour s'occuper de tout ce qu'il faut. Vous savez, l'ambassade sur place devient une sorte de tête de pont de l'État et qui représente toutes les fonctions de l'État dont on a besoin à ce moment précis. Alors l'ambassade israélienne à Katmandou, parlons-en, elle a décidé d'ouvrir ses portes pour accueillir les sinistrés. C'est une initiative de l'ambassadeur ou le mot d'ordre est venu de Jérusalem? Ça, je ne peux pas vous le dire, mais ça ne m'étonne pas. Disons, c'est une démarche qui me semble tout à fait dans l'esprit de la diplomatie israélienne, qui d'ailleurs est un peu exceptionnelle dans le monde en tout ce qui concerne la responsabilité de l'État par rapport à ses citoyens à l'étranger. Beaucoup de pays, peut-être pas en cas de grande catastrophe naturelle, mais de manière générale, beaucoup de pays considèrent que si un de leurs citoyens va à l'autre bout du monde et dans le cadre de sa vie privée, fait, je ne sais pas, du sport extrême, du trekking, etc., et il lui arrive quelque chose, il n'a qu'à s'occuper de sa propre sécurité, prendre ses responsabilités, avoir une assurance, etc., etc. Et puis, la plupart du temps, s'il va frapper à la porte de l'ambassade, on va lui dire « Monsieur, c'est votre affaire ». Ce n'est pas du tout la culture et l'esprit de l'ambassade d'Israël, qui d'ailleurs, certains le pensent, va un peu trop loin dans la responsabilité de l'État. Mais dans un cas pareil, où il y a une catastrophe naturelle, où il y a des centaines de citoyens du pays qui se trouvent coincés dans un petit pays comme le Népal, il est clair que l'ambassade va tout faire pour les secourir. Alors un mot pour finir sur cette solidarité, on en parlait, du monde entier au lendemain de ce genre de drame. C'est évidemment extrêmement touchant, mais on l'a vu, ça ne dure pas à Haïti. Les problèmes demeurent et quelques jours après que l'émotion forte soit passée, eh bien finalement les locaux ont à se débrouiller seuls.
c'est très souvent le cas, ce qui ne veut pas dire que l'aide d'urgence n'est pas nécessaire de toutes les façons, parce que dans l'urgence, c'est vraiment les choses les plus basiques qu'il faut faire et que le pays est totalement incapable de faire lui-même. Et donc l'aide internationale est très très importante et Israël fait partie de ce mouvement, même dans des pays comme celui-là où l'ambassade, il faut se souvenir, c'est une toute petite cellule, c'est 2-3 diplomates, quelques employés locaux et c'est tout. Merci beaucoup Daniel, vous restez avec nous. Betsabé, on passe en revue ce matin les grands titres de la presse sur cette catastrophe. Oui, le toit du monde s'est écroulé, c'est le titre de Libération ce matin. Les montagnes ont été balayées par de gigantesques avalanches, c'est ce qu'écrit le quotidien français. L'héritage culturel, les temples et statues édifiés entre les 12e et 18e siècles au cœur de Katmandou, réduit en un tas de gravats. Alors sur les dégâts toujours, Katmandou voit son héritage culturel réduit en poussière. Le Figaro a réalisé plusieurs montages photos pour visualiser l'étendue des dégâts. Vous voyez par exemple sur votre écran la tour historique de Dar Hara, donc avant et après complètement détruite, ou encore la place de Durbar Square. Vous allez voir où les survivants au séisme fouillent les décombres pour trouver d'éventuelles personnes prises au piège encore. Un Népal en ruine, titre Le Monde ce matin. L'ampleur du désastre est bien difficile de la mesurer. Le bilan humain de la catastrophe a augmenté tout au long du week-end et devrait continuer à s'alourdir au mesure que les opérations de secours continuent. Opérations freinées par d'une part la mauvaise météo et d'autre part les mauvaises communications. Alors quant aux survivants qui sont bloqués, sur lesquels se penche le quotidien, toujours ils vivent dans des conditions très précaires, nous explique Le Monde, dans le froid, sous la menace de nouvelles avalanches et à plus de 5000 mètres d'altitude. Et puis il y a les témoignages, comme ce relevé par le Guardian. Un des guides les plus expérimentés de l'Everest raconte que le camp a été comme rasé par l'explosion d'une bombe. Ah ça n'était pas une avalanche cotonneuse comme on en voit sur les photos. Il explique que non, c'était plutôt comme une immense falaise qui se brisait avec des gros blocs de glace et de pierre qui s'écrasaient. Et puis il y a la peur, enfin, outre-Atlantique. Le New York Times raconte à Katmandou, les gens ont peur, ils sont sous le choc, sans compter qu'ils n'ont pas forcément où aller. Ah oui, comme si ça n'avait pas suffi, maintenant il y a les pluies torrentielles qui inondent Katmandou. Alors ces gens qui n'ont plus de maison, ils vont dans des tentes trempées par la pluie. Voilà, le sort s'acharne. Merci Betsabé. Et puis je vous le disais, on titre cette histoire particulière. Israël est en train d'évacuer en urgence depuis Katmandou 26 nourrissons. Ils sont nés de mères qui les ont portés pour le compte de couples israéliens. Regardez. Il y a eu d'abord le choc devant les images du drame au Népal. Puis, en Israël, l'inquiétude pour les proches bloqués sur place, et parmi eux 24 bébés nés de mères porteuses il y a à peine quelques jours. Rapidement sur Facebook circule une photo de jeunes parents devenus sans abri et la mobilisation se met en place pour les ramener au pays. À Tel Aviv, les bureaux de Doron Mamet se transforment en cellules de guerre. Son agence aide les couples gays à devenir parents en ayant recours aux mères porteuses. Nous avons 16 bébés qui viennent de naître au Népal grâce à des mères porteuses. Nous tentons de les évacuer au plus vite, peut-être même dès demain ou le jour suivant. Au sein du Likoud, le parti du Premier ministre Netanyahou, on s'active également. Amir Ohana notamment est intervenu dès les premières heures auprès du gouvernement pour tenter d'apporter des solutions. J'ai immédiatement appelé Gilad Erdan, le ministre de l'Intérieur, ainsi que Miri Regev, la chef de la commission parlementaire de l'Intérieur à la Knesset. Les deux ont été d'une grande aide. Dès les premiers instants, l'État d'Israël a pris la décision d'une part de rapatrier sans délai les bébés, mais également de compléter les démarches administratives exigées en Israël plutôt qu'au Népal, comme c'est généralement le cas. Mais au-delà des bébés déjà nés et en attente d'être rapatriés, ce sont aussi les futurs parents qui sont inquiets pour la survie de leur mère porteuse. Le bébé de Ronen est censé naître dans les tout prochains jours. Depuis 24 heures, lui et son avocat sont en alerte. Mais problème, en Israël, les couples gays ne sont pas autorisés à avoir recours aux mères porteuses pour devenir parents.
Le gouvernement se retrouve donc face à un choix difficile, transférer à Tel Aviv ses mères en faisant une exception à la loi, ou bien les laisser au Népal, malgré les dangers sur place. C'est une question de vie ou de mort, parce que si elle ne peut pas venir et doit accoucher là-bas, à Katmandou, sa vie ainsi que celle du bébé pourrait être en danger, et personne ne souhaite cela, évidemment. Quelques minutes à peine après l'interview, Ronen reçoit par SMS une déclaration officielle du ministère de la Justice. Ils acceptent de faire venir les mères porteuses de Katmandou en Israël. On attend de voir ce qui va se passer, mais c'est une excellente nouvelle. Il est encore trop tôt pour savoir quelle mère porteuse sera autorisée à monter dans l'avion, mais quoi qu'il arrive, la décision du gouvernement est inédite. Jamais, dans l'histoire du pays, des mères porteuses de couples gays n'ont pu accoucher en Israël. Alors Julien, on vient de le voir, Israël a donc autorisé le rapatriement de ses nourrissons et de leurs mères porteuses. Où en est-on ce matin? Alors les premiers bébés ont accouché cette nuit dans un avion de l'armée de l'air dans le sud d'Israël. Ils ont été rapatriés. Une partie d'entre eux, l'autre partie va arriver dans les toutes prochaines heures. On le voit sur ces images de l'armée israélienne. Ils ont été amenés à l'hôpital de Beersheva pour y recevoir des soins. Donc ça c'est pour les bébés. Leur cas était assez simple, même si normalement il faut environ 1 mois pour les ramener en Israël parce qu'il y a des mesures bureaucratiques, faire les tests de paternité, donner le passeport israélien. Donc Israël a pris des mesures pour simplifier tout ça. Ce qui est plus compliqué, c'est le cas des mères porteuses. On l'a vu dans le reportage. Dans un premier temps, Israël a dit on va ramener les mères porteuses, mais en Israël, comme je le dis dans le reportage, il n'y a pas de possibilité pour les couples homosexuels d'avoir recours aux mères porteuses. Et on a appris dans un deuxième temps, peu de temps après le reportage, que le procureur de l'État, le contrôleur de l'État s'opposait à leur arrivée pour des raisons légales. Donc il y a encore un débat à l'heure actuelle. Est-ce qu'il faut enfreindre la loi pour les sauver ou est-ce qu'il faut respecter la loi parce que ça pourrait créer un précédent? Pour le moment, les mères porteuses sont donc Pour le moment, les mères porteuses sont toujours au Népal et une partie des bébés est arrivée, l'autre partie arrive. Voilà, en cours de rapatriement. Alors pourquoi est-ce que ces Israéliens ont recours à des mères porteuses au Népal? On a vu 26 bébés, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Et bien tout simplement parce que les couples homosexuels ne peuvent pas avoir recours aux mères porteuses en Israël, à l'inverse des couples hétérosexuels qui peuvent avoir recours aux mères porteuses en Israël. Il y a plusieurs possibilités pour les couples homosexuels. Il y a les États-Unis, il y a l'Asie, mais les États-Unis, ça coûte 2 fois plus d'argent. Ça coûte dans les $140 000 les mères porteuses aux États-Unis, à l'inverse de l'Asie qui coûte 2 fois moins cher. Merci Julien Dénéchek. Est-ce qu'Israël devrait autoriser moralement l'arrivée de ces mères porteuses dans les jours qui viennent? Moi, je pense que 2 choses. D'abord, je pense qu'Israël devrait régulariser toute l'affaire des mères porteuses et de l'affaire des enfants pour des couples homosexuels. Je pense que de jouer comme ça avec la loi, avec la loi, au Népal c'est bien. Après 1 mois, vous pouvez venir, mais en Israël, ça ne m'inspire rien de bien. Et il est clair que dans l'urgence maintenant, il faut s'occuper évidemment de ces bébés, de ces mères qui, en définitive, vont devenir des citoyens israéliens. Ces bébés vont être rapatriés, que ce soit dans 1 mois ou dans 2 mois. On trouvera un moyen bureaucratique et légal pour le faire. La question morale de cette industrie de bébés dans le tiers-monde, c'est un autre débat. Mais une fois qu'Israël a autorisé que ces bébés deviennent des citoyens israéliens, il faudrait le régulariser comme il faut. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À suivre, on reparle évidemment de ces frappes israéliennes en Syrie. C'est le grand titre de cette matinée. La tension reste vive ce matin à la frontière. Tsahal, je vous le rappelle, a déjoué hier soir un attentat en éliminant 4 terroristes. Tous les détails après un nouveau journal. Ce sera dans 2 petites minutes. Restez avec nous. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. On revient à présent évidemment sur ces opérations attribuées à Israël en Syrie. En 3 jours, Cyril, on fait un peu d'ordre. Alors selon la chaîne d'information qatari Al Jazeera, l'aviation israélienne aurait donc mené cette nuit une série de raids en territoire syrien, plus précisément dans la région montagneuse dite du Kalamoun. Vous savez, c'est aux confins de la frontière syro-libanaise. La cible, ce sont des batteries de missiles appartenant à l'armée syrienne ainsi que des positions du Hezbollah. Il y aurait des morts ainsi que des blessés sur place. Il s'agit, vous l'avez dit, de la 3e attaque imputée à Israël en moins d'1 semaine. Le porte-parole de Tsahal, lui, se refuse à tout commentaire pour le moment.
Jacques Nerrière, vous êtes avec nous, notre consultant en affaires militaires, ancien au gradé des renseignements israéliens. Est-ce qu'on peut attribuer avec certitude ou non ces dernières frappes à Israël ? Alors, cette dernière frappe, précisément, semblerait être, je dirais, perpétrée par des éléments de Jabhat al-Nusra plutôt que par l'armée, par l'aviation israélienne. Il y aurait certainement des éléments qui sont intéressés à impliquer Israël beaucoup plus profondément dans le conflit syrien, ce qui n'est pas le cas. Mais rappelons-nous, depuis le début de 2013, il y a eu plus de 9 interventions attribuées à Israël en territoire syrien, dont l'avant-dernière, c'était finalement l'attaque d'un convoi dans lequel participait le fils de l'architerroriste Imad Mounier et le général iranien Ali Dadeh. On va en reparler dans un instant, mais Cyril, finalement, ce dernier incident n'est que le 3e d'une série successive qu'on a vu se dérouler ce week-end. Hein. Oui, avec le dernier en date qui date hier soir, c'est d'ailleurs le Israël Hayom, le quotidien gratuit israélien qui revient ce matin sur le film des événements. Il est 21h30 hier soir, lorsque l'armée israélienne identifie un groupe de terroristes à la frontière syrienne. Ça se passe près du village druze de Majd al-Shams. 4 terroristes qui viennent de franchir la frontière et qui s'affairent pour placer des explosifs. Mais quelques minutes plus tard, un drone israélien décolle. La frappe est précise. Les 4 terroristes sont tués sur le coup. L'attaque est déjouée. Mais la tension monte, titre ce matin le quotidien de gauche Haaretz, car 48 heures seulement après les raids aériens israéliens présumés contre des positions syriennes et du Hezbollah dans la région de Kalamoud, eh bien, l'escalade est envisageable, titre le Haaretz. L'armée est en état d'alerte à la frontière, alors que la frontière nord s'embrase, renchérit de son côté le Israël Hayom. Alors, qui a commandité cette attaque ? Tout le monde se pose la question ce matin, et c'est l'expert militaire du journal qui voit l'empreinte du Hezbollah, la milice chiite libanaise qui aurait, selon Yoav Limor, mené rapidement une opération de représailles aux raids israéliens de vendredi, une hypothèse renforcée par le fait que l'attaque a été menée à partir d'un territoire placé sous le contrôle de l'armée syrienne, dont vous le savez, le Hezbollah est le principal allié dans la bataille qui se livre contre les rebelles. Mais attention, avertit le journaliste, le Hezbollah et Israël jouent aujourd'hui à un ping-pong dangereux, car il y a dans chaque incident un fort potentiel explosif, et très rapidement les deux parties pourraient perdre le contrôle de la situation. Voilà pour les faits, merci Cyril. Risque d'embrasement ce matin entre Israël et le Hezbollah. Une petite précision simplement, je dirais le hasard joue ici aux mains d'Israël. C'est comme par hasard qu'il y avait un drone dans la région, c'est comme par hasard que ces terroristes ont été découverts juste après avoir pénétré en territoire israélien. C'est tout le hasard qui fait que finalement les renseignements étaient là et on les attendait juste au coin. Il y a un risque la tension certainement à monter d'un cran, mais rappelons-nous que quand même du point de vue stratégique, la Syrie est préoccupée par de la survie de son régime. La Hezbollah est tout simplement ces lignes de communication et de logistique sont répandues à partir du Liban jusqu'au Yémen. Donc je dirais que ce n'est pas le moment ni pour Hezbollah ni pour la Syrie et non plus pour l'Iran d'engager un combat avec Israël. Alors malgré son engagement jusqu'au cou, est-ce qu'on peut dire que le Hezbollah est finalement en perpétuelle préparation quand même du prochain conflit, du prochain round avec Israël? Hezbollah a une fixation. La fixation, ce sont les fermes de Shabbat. C'est là où finalement l'attaque s'est perpétrée hier à 21h30. Donc c'est cette région-là qui est contestée par le Hezbollah comme étant une région libanaise. Et donc il y a une certaine légitimité du point de vue de Hezbollah d'attaquer dans cette région-là les positions israéliennes. Je ne pense pas que ça ira au-delà de ça pour l'instant. Un mot quand même sur ce mystère qui plane toujours autour de ces opérations israéliennes. Pourquoi cette position israélienne de ne jamais assumer ces frappes tout en les insinuant, hein? C'est le jeu des ministères de la Défense, du Premier ministre. Alors le flou est je dirais, ou la langue de bois, ça dépend de comment est-ce qu'on le voit, et je dirais que c'est quelque chose de très commun au Moyen-Orient. Tant que vous n'avez pas déclaré ouvertement que c'est vous qui êtes responsable de cette opération, c'est l'honneur des Syriens est sauf. Est-ce qu'on peut imaginer une riposte plus sévère encore du Hezbollah? On l'a dit, ces 4 terroristes étaient vraisemblablement en train de fomenter un attentat en réponse au raid israélien de la veille. Écoutez,
on a toujours l'impression de voir en Hezbollah un parti libanais. Ce n'est pas un parti libanais, c'est une organisation iranienne de langage libanaise. C'est tout. Donc, tant que l'Iran est aujourd'hui occupé avec les États-Unis à négocier un accord sur le nucléaire, on a vu les Iraniens se retirer le convoi maritime qui devait amener des armes aux Houthis au Yémen s'est retiré face à la menace américaine. Les Iraniens ne sont pas intéressés pour l'instant d'initier un contact avec Israël ou un combat avec Israël. Ce qui est clair aujourd'hui, en tout cas, Barbara, c'est que le Hezbollah est devenu la menace numéro 1 qui pèse sur Israël dès lors que l'Iran n'est plus à l'ordre du jour, que la menace iranienne a baissé d'un cran. Aujourd'hui, les 100 000 missiles du Hezbollah dont dispose la milice Jilabed est toujours là. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir comment le Hezbollah va réagir, parce qu'il a toujours dit que ces 100 000 missiles seraient orientés vers Israël dès lors qu'Israël mènerait une offensive autonome contre les installations nucléaires, ce qui n'a plus d'air à l'ordre du jour. Et ce que je dis actuellement, c'est Hezbollah, c'est une organisation iranienne qui va agir uniquement sous les ordres de l'Iran. Donc pour l'instant, l'Iran n'est pas intéressé. Donc des 100 000 missiles sont sur place. Et l'hypothèse ou les options pour Israël concernant ces 100 000 missiles seront à discuter dans d'autres émissions, j'imagine. Merci beaucoup, Jacques, pour ces précisions. Le recours à la force n'est pas une solution à la tragédie des migrants en Méditerranée. C'est ce que déclare Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, est attendu en Italie ce matin. Il devrait participer à une sortie en mer extrêmement politique pour montrer sa solidarité après la mort de centaines de migrants la semaine dernière. Il rejette donc, donc une des solutions proposées par les 28 jeudi dernier. Regardez. Le recours à la force n'est pas une solution à la tragédie des migrants. C'est ce qu'assure le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, dans un entretien publié ce dimanche par le quotidien La Stampa. Monsieur Ban dit préférer un encouragement à l'immigration légale. L'Union européenne, de son côté, s'est réunie jeudi en sommet extraordinaire et s'est dit prête à mener des actions armées contre les passeurs installés sur la côte libyenne. Une condition, obtenir le feu vert des Nations Unies. La chef de la diplomatie européenne a été chargée dans ce sens de décrocher le mandat auprès de l'ONU. En attendant, une sortie en mer sera organisée en solidarité aux migrants. Parmi les participants, le chef du gouvernement italien, Ban Ki-moon, et la chef de la diplomatie européenne. Et nous sommes en ligne avec Alberto Toscano, journaliste italien, spécialiste des questions européennes. Alors un mot de cette sortie en mer politique et médiatisée aujourd'hui par Ban Ki-moon. À ses côtés, Matteo Renzi, le Premier ministre italien, qui a décidé de montrer aux Italiens qu'il prend les choses en main. Oui, sans doute. Matteo Renzi veut montrer que l'Italie n'est pas incapable de gérer une situation dramatique. Monsieur Ban Ki-moon doit voir la réalité de ces désespérés qui traversent la Méditerranée dans des conditions affreuses et qui sont victimes, parce que le point est là, ils sont victimes d'un côté de groupes de marchands de chair humaine, de criminels, de passeurs criminels qui exploitent ces désespérés, et de l'autre côté de l'instabilité sur les côtes libyennes, parce qu'il part de Libye. Or, l'ONU n'est pas sans responsabilité au sujet de la déstabilisation actuelle de la Libye. Monsieur Ban Ki-moon ne peut pas renverser les termes du problème. Le problème n'est pas que l'Italie veut bombarder ou faire des actions violentes sur les côtes libyennes. Le problème est que la Libye n'a pas le contrôle de son territoire, et ça, cette situation aide, fait le jeu de ces trafiquants de chair humaine, de ces réseaux criminels. L'ONU aurait dû accepter, donner son feu vert à ces frappes sur les côtes libyennes. Le problème n'est pas là, parce qu'il n'y a pas un projet de frappe sur les côtes libyennes. L'Union européenne, lors de son dernier sommet, n'a pas décidé de donner son feu vert à des frappes. Elle a décidé d'analyser la situation. Il faut faire quelque chose. La communauté internationale et l'Union européenne doivent empêcher cette vague migratoire de désespérés dont les premières victimes sont les désespérés eux-mêmes. Il faut faire quelque chose et l'ONU doit se poser ce problème. Il faut faire quelque chose en Libye parce qu'il est inconcevable qu'il y ait chaque année des centaines et des centaines de milliers de personnes qui partent des côtes libyennes dans des conditions d'insécurité totale.
Merci beaucoup Alberto Toscano d'avoir été avec nous ce matin. Et sur le thème des migrants, Betsabé, une télé-réalité en Belgique fait polémique. Et oui, ça s'appelle Go Back to Where You Came From. C'est le titre original donc, de la télé-réalité australienne lancée en 2011 en français. Ça fait donc Retourne d'où tu viens. Alors en quoi ça consiste? Eh bien à se mettre dans la peau de réfugiés clandestins. Concrètement, Retourne d'où tu viens, en fait, envoie 6 candidats dans des pays étrangers, sans argent, sans pièce d'identité, sans téléphone, pour les faire vivre comme des réfugiés. Alors des candidats qui se retrouvent ainsi eh bien, dans un bateau de fortune au milieu de l'océan, dans un camp de réfugiés au Kenya, à traverser la République démocratique du Congo, puis l'Irak auprès de l'armée américaine et des casques bleus, ou encore en Somalie ou en Afghanistan. Et même si le voyage se fait en fait dans l'autre sens, on l'aura bien compris, pour la production australienne, il s'agit d'un documentaire. Et oui, et même les créateurs de Go Back to Where You Came From ont même affirmé que le but de l'émission, c'était de lutter contre les préjugés relatifs aux immigrés clandestins. Voilà, sauf qu'en Belgique, ce n'est pas franchement vu comme un documentaire. Effectivement. Alors, sans surprise, hein, l'émission a déjà été adaptée dans une dizaine de pays et à chaque fois provoqué la polémique. Alors, en Belgique, on voit ça plutôt, effectivement, comme au mieux une bonne manière d'éveiller les consciences ou sinon une émission voyeuriste et irrespectueuse. Vivre dans des camps de réfugiés, partager le quotidien de personnes qui souffrent réellement de cette situation au jour le jour, ne serait-il pas un manque de respect, se demande logiquement, j'ai envie de dire, la Libre. Ce qui est sûr, comme le relève le site de la RTBF, cette nouvelle émission de télé-réalité qui débarque en Belgique promet de faire du bruit. Merci Betsabé. Autre chose, à présent, le président israélien a reçu hier les responsables de la communauté arménienne en Israël à l'occasion du centenaire du génocide arménien. Seulement voilà, Reuven Rivlin n'a pas utilisé ce mot tant attendu. Il a simplement dénoncé le massacre du peuple arménien par les Turcs. On l'écoute. Personne à Jérusalem ne nie les massacres qui ont été commis. Comme vous le savez, cela reflète mon opinion personnelle. Nous avons un devoir moral d'attirer l'attention sur ces faits, aussi horribles soient-ils, ne pas les ignorer. Le peuple arménien a été la première victime de tueries de masse de l'histoire moderne. Maurice, pourquoi ne pas avoir prononcé le mot de génocide, comme l'a fait très courageusement d'ailleurs le pape la semaine dernière? Oui, vous l'avez vu, le président de l'État d'Israël a été très très prudent, mais il est allé au plus loin de l'empathie possible avec l'Arménie. Il a simplement évoqué les massacres de masse des temps modernes, le premier massacre. Alors, il n'a pas non plus pointé du doigt un responsable, il a tout simplement dit « Nous ne cherchons pas à incriminer qui que ce soit, mais à exprimer notre solidarité avec les victimes. Il est donc de notre devoir moral en tant que juif, a-t-il dit, de se souvenir et de commémorer la tragédie du peuple arménien. » Alors c'est de la diplomatie cette prudence. Oui, alors pourquoi cette prudence? Pour peut-être préserver une relation avec Ankara. Oui. Or on sait que depuis 2010, depuis l'affaire de la flottille pour Gaza, les relations entre Israël et Ankara sont au plus bas et on ne comprend vraiment pas pourquoi ce qu'il reste à préserver. Alors en vérité, pour comprendre un petit peu la prudence israélienne, il faut regarder plus à l'est et vers l'Azerbaïdjan, le nouvel allié stratégique d'Israël dans la région brièvement indépendante au début du XXe siècle. Les républiques d'Arménie et d'Azerbaïdjan sont en conflit permanent. L'indépendance retrouvée dans les années 90 n'a pas arrangé les choses. Les deux pays sont toujours techniquement en état de guerre et n'ont pas de relations diplomatiques formelles. L'Azerbaïdjan reproche à l'Arménie d'avoir annexé une partie de ses territoires et d'avoir aussi opéré des massacres. Alors cette prudence, non pas pour préserver la Turquie, mais l'Azerbaïdjan. Mais l'Azerbaïdjan qui est devenu l'allié israélien. Alors il y a derrière cette union stratégique avec Israël des intérêts économiques et stratégiques énormes, notamment le pétrole. Il faut savoir que 40% du pétrole consommé en Israël provient des champs pétroliers de Bakou. Il y a également des projets de vente d'armes sophistiquées entre Israël et l'Azerbaïdjan. On a vu que le ministre de la Défense s'est rendu en visite du reste dans le pays. Et puis, il y a cette frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Iran. Selon certaines sources sécuritaires américaines, Israël aurait obtenu l'accord de Bakou pour utiliser des bases aériennes désaffectées. Un accord qui pourrait faciliter la tâche de l'armée de l'air israélienne dans le cadre d'une opération contre le nucléaire iranien.
Voilà qui explique cette prudence. Merci Maurice. À suivre dans le morning, c'est le One Man Show, le plus attendu de l'année. Exercice incontournable pour chaque président américain. Humour et autodérision lors du dîner annuel des correspondants à Washington. Et vous allez le voir, personne n'a été épargné, ni Hillary Clinton, ni Benjamin Netanyahu. Les images juste après un nouveau journal présenté ce matin par Julien Balloul. Ce sera dans 2 petites minutes et on se retrouve tout de suite après. On est de retour sur le plateau du Morning, bienvenue si vous nous rejoignez. L'heure était hier au recueillement un peu partout en France pour la journée nationale du souvenir des victimes de la déportation. François Hollande a déclaré depuis le camp de concentration de Struthof en Alsace que le pire peut toujours arriver. Johan Giametta. C'est ici, à Nasswiller-Struthof en Alsace, que François Hollande a décidé de rendre hommage aux victimes du nazisme. Ce dimanche, à l'occasion de la journée de la déportation et du 70e anniversaire de la libération des camps, le président français s'est rendu sur le seul camp de concentration situé en France. C'est là que 52 000 personnes ont été déportées entre 1941 et 1944. Résistants, juifs, homosexuels et tziganes, la moitié d'entre eux y ont trouvé la mort. François Hollande a tenu à rappeler que le devoir de mémoire n'est pas à négliger. Les rescapés, les déportés, les survivants nous mettent également en garde. Nous, les générations d'aujourd'hui, sur nos fragilités, sur nos faiblesses, sur nos frilosités. De son côté à Paris, le Premier ministre Manuel Valls a saisi l'occasion pour rappeler à poursuivre le combat contre une barbarie qui change perpétuellement de visage, mais dont la force de frappe reste la même. La lutte contre la barbarie n'est pas terminée. Alors, sans rien oublier du passé, poursuivons le combat de nos aînés, votre combat. Poursuivons le chemin que par leur courage, tous les déportés nous ont montré. Un courage rappelé par l'ensemble des hommages en cette journée de la déportation, de quoi tordre le cou à ceux qui réfutent encore et la réalité de la barbarie nazie. Bonjour Alain Michel, historien, merci d'être avec nous ce matin. Alors François Hollande, on l'a vu, Emmanuel Valls sont tenus à rappeler le contexte actuel en France. Le Premier ministre a parlé d'un nouveau visage de la barbarie et le Président a rappelé que le pire peut encore se produire. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui en tant qu'historien ? Écoutez, le problème des historiens, vous savez, c'est qu'en général, ils sont plutôt cyniques, puisqu'ils voient que depuis que l'humanité existe, malheureusement, la barbarie est quelque chose qui continue à exister. On peut bien sûr essayer de dire plus jamais ça, mais on sait très bien que la menace a toujours continué et continuera malheureusement à exister. Alors Alain Michel, François Hollande a voulu faire de cette journée nationale du souvenir une journée européenne, en invitant à ses côtés tous les responsables des institutions européennes. Pourquoi, à votre avis, cette volonté ? Écoutez, je pense que, je ne sais pas quelle est la motivation de François Hollande, mais de mon point de vue, je pense que c'est effectivement une bonne idée, parce que la question du nazisme et de la barbarie nazie est une question européenne. Elle ne peut pas être regardée seulement d'un point de vue français, allemand ou même d'un point de vue juif. Mais il est important de comprendre que nous devons nous confronter à ce qui s'est passé du point de vue de la responsabilité générale de l'Europe, comme du point de vue également des Européens individus qui, eux, ont été capables de réagir autrement. Oui. Alors un mot de cet hommage à tous les déportés de France, et parmi ces déportés, on le sait, des politiques, des résistants, des juifs, des tziganes et des homosexuels. Fait historique à souligner, parmi les revenants de ces déportations, quasi aucun juif, ce qui n'était pas le cas pour les autres déportés. Écoutez, c'est un peu le paradoxe, je dirais, de cette journée de la déportation, puisque quand elle a été fixée
en 1954, le but était justement de ne pas faire de différence entre les déportés. C'est-à-dire que la particularité, l'exemplarité peut-être de la Shoah, ce qui fait que la déportation des Juifs était très différente de ce qui s'était passé pour les autres déportés, était complètement gommée. C'est d'ailleurs pour ça que cette journée a été choisie fin avril, pour que ça ne corresponde à aucune fête religieuse ou autre. Et donc, on est aujourd'hui dans un autre mode de compréhension, puisqu'on sait aujourd'hui qu'effectivement, la Shoah est à la fois une partie de la déportation, mais en même temps, elle en est quelque chose qui est extrêmement différent. Et donc, on a besoin de continuer à jouer sur ce registre, de ne pas masquer la spécificité de la Shoah, mais en même temps rappeler qu'il n'est qu'une partie de la barbarie nazie. Merci beaucoup, Alain Michel, d'avoir été avec nous ce matin. Et on reste en France. Un mot de politique à présent. Selon un sondage publié hier, le Premier ministre Manuel Valls est la personnalité préférée des sympathisants de gauche pour 2017. Martine Aubry devance elle-même d'un point le président Hollande. Écoutez, à ce sujet, le sénateur PS David Assouline était au micro de Jean-Charles Banoun hier soir pour le Grand Direct. La République aujourd'hui est à la tâche et il sait très bien que sa popularité dans l'opinion et ses chances de pouvoir l'emporter à nouveau seront liées à la situation économique et sociale, à l'état du pays et il a encore du temps, son mandat c'est 5 ans, pour que ces résultats arrivent. Et je pense qu'il y a quelques embellis aujourd'hui qui peuvent changer la situation en même temps. Je suis très heureux que Manuel Valls soit populaire à gauche. Ça dément beaucoup de préjugés de certains, y compris dans mon propre camp, qui considéraient qu'il n'était pas dans l'épicentre de ce que peut représenter la gauche. Il le traitait souvent de droitier, et qui puisait sa popularité dans un autre électorat, ce qui, je le sais depuis le début, n'est pas vrai. C'est un homme déterminé, qui a du talent. Quand on est Premier ministre de la France et qu'on a cette popularité à gauche, ça prouve que l'action qu'il engage et ce qu'il incarne, son charisme aussi, est apprécié. Voilà. Mais si justement, alors il est en tête aujourd'hui, est-ce qu'il y a un congrès important qui va avoir lieu bientôt au Parti Socialiste? Est-ce qu'on pourrait faire pression peut-être ou employer d'autres termes pour dire finalement ce serait le meilleur candidat pour nous en 2017? Non, mais ça ne se pose pas comme ça. D'abord, très franchement, il est Premier ministre de François Hollande qui l'a nommé. Si la situation n'était pas bonne pour la gauche, c'est-à-dire une situation où on serait amené à perdre, il serait emporté dans le même rejet de l'action du gouvernement depuis 5 ans. Or, aujourd'hui, avec nous tous, on essaye de faire en sorte que le bilan soit positif. Et il le sera, j'en suis certain. Beaucoup de choses a déjà été fait, d'autres choses vont être faites et sa popularité sera aussi à l'aune de cela. Les personnalités viendront un peu après pour représenter un projet pour 2017 et nous sommes, je le dis d'ailleurs souvent, y compris aux frondeurs qui comprennent peu cela, on est assis sur la même branche où la gauche qui gouverne réussit et on réussira tous ensemble, qu'on soit plus ou moins à gauche ou qu'on soit plus ou moins avec telle personnalité, ou ensemble on perdra. Voilà, et de la politique toujours, mais dans un autre style. Il s'agit de politique américaine, avec cet événement très attendu par chaque président américain, l'immuable rituel du dîner des correspondants de la Maison-Blanche. C'était ce samedi avec un Barack Obama particulièrement inspiré. 20 minutes d'humour et d'autodérision où personne n'a été épargné. Écoutez. Le rituel est invariable. Chaque année, à l'occasion du dîner des correspondants de la Maison-Blanche, il est d'usage pour le président de faire preuve d'ironie et d'amuser la galerie. Et pour le cru 2015, Barack Obama évoque d'entrée de jeu, en plaisantant, le peu de temps qui lui reste à la Maison-Blanche. Il a aussi abordé, avec autodérision, son étiquette de leader prétentieux. Après 6 ans de présidence, certains disent encore que je suis arrogant, distant, condescendant. Et il y a vraiment des idiots. Pas étonnant que je ne les rencontre jamais.
Ce dîner est également l'occasion pour Barack Obama d'évoquer les récentes tensions avec le pouvoir israélien et le chef de l'opposition républicaine John Boehner. En filigrane, la critique du discours de Benjamin Netanyahou devant le Congrès américain. J'ai l'air si vieux que John Boehner a déjà invité Netanyahou pour mes funérailles. Et pendant ce temps, Michel n'a pas pris une ride. Je lui ai demandé quel était son secret, elle a seulement dit des fruits et légumes frais. C'est agaçant. Le président américain ne s'est pas privé d'épingler Hillary Clinton, candidate à sa succession. Il a ridiculisé le ton plutôt modeste qu'elle a voulu donner à sa campagne. Aucune offense de la part de l'intéressé, car devant les correspondants de la Maison-Blanche et tout le gratin d'Hollywood, tout est permis. Myriam, exercice de style réussi pour Barack Obama? Effectivement, il ne lui en reste plus beaucoup. C'est l'avant-dernière conférence du genre avant les élections présidentielles de 2016. Il y a mis un soin tout particulier. Puis évidemment, c'est un événement qui était suivi par toutes les télévisions américaines. L'idéal pour gagner quelques petits points de popularité, bien qu'il faut avoir le charisme qui correspond également et les tournures de style. Et là, un texte parfait pour Barack Obama. Il a su se moquer de tous avec une petite pointe d'autodérision. Un exercice bien loin des conférences de presse à la française. Évidemment, c'est de la politique américaine, c'est différent. Vous revenez sur quelques-unes de ses sorties les plus marquantes. Alors effectivement, on a parlé dans ce vitiard de la petite blague à l'égard d'Hillary Clinton. Il ne pouvait pas ne pas l'épingler alors qu'elle s'est déclarée candidate à la prochaine primaire démocrate. Et c'est ainsi qu'il dit: je connaissais une amie qui, il y a quelques jours, quelques semaines, gagnait plusieurs millions de dollars. Et puis aujourd'hui, elle doit se déplacer dans un minibus dans l'Iowa. Petite pique à l'égard de cette campagne qui commence très modestement d'Hillary Clinton, soulignons-le, avec les anciens conseillers de Barack Obama, où elle part à la rencontre des Américains ordinaires. Cette petite pique également à l'égard de Joe Biden. On lui dit: le job de président est un métier assez stressant, monsieur le président. Et c'est là qu'il répond: oui, mais les massages de dos de Joe Biden auront sauvé mon second mandat dans ce fameux bureau ovale. Voilà, son vice-président qui en prend pour son grade également. On l'a vu, Benjamin Netanyahou n'a pas été épargné, lui non plus. Où en sont les relations entre les deux hommes? Alors pas épargné effectivement, et puis la petite blague de Barack Obama en ce qui concerne Benjamin Netanyahou, cette petite pique, eh bien, elle consistait à cibler cette invitation au Congrès au mois de mars qui avait fait tant de bruit dans les médias internationaux et également dans les médias américains. Et il estime aujourd'hui que de nombreux correspondants de presse lui disent que la présidence l'a fait vieillir. Un petit coup de vieux pour Barack Obama, et il répond: si vieux que Benjamin Netanyahou a été invité à mon enterrement par John Boehner à ce discours du Sénat. Alors qu'il souhaite l'enterrer, peut-être, Netanyahou. Ou alors considérer que Barack Obama n'était déjà plus à même de tenir ce rôle de président, cédant des gens la place aux républicains. Quoi qu'il en soit, cette petite pique, elle en dit beaucoup sur l'état des relations entre les deux hommes aujourd'hui. Barack Obama qui n'a pas caché qu'il ne rencontrerait pas jusqu'au 30 juin, c'est-à-dire la date ultime pour finir les négociations avec l'Iran, il ne rencontrerait plus le Premier ministre israélien. L'intention est très claire, pas besoin de le rencontrer pour voir critiquer un accord que j'estime être bon. Le contact téléphonique, précise toutefois la Maison-Blanche, est lui maintenu. Voilà, tension quand même qui demeure entre les deux hommes. Merci Myriam, vous restez avec nous. On reste aux États-Unis, direction Baltimore. Cette ville américaine est secouée par des violences depuis samedi. Elle se prépare à enterrer aujourd'hui Freddie Gray, un jeune noir dont la mort, survenue après son arrestation, a relancé la polémique dans le pays sur les violences policières. La manifestation dans le centre-ville de Baltimore a tourné à l'affrontement avec la police. Plusieurs véhicules ont été endommagés, de nombreuses vitrines brisées et leurs magasins pillés. Le rassemblement à la mémoire du jeune Freddie Gray avait pourtant commencé dans le calme. Des dizaines de personnes ont été arrêtées. Les manifestants réclament la lumière sur les circonstances de la mort de Freddie Gray, jeune noir de 25 ans, décédé dimanche dernier, quelques jours après son arrestation. Donc ce qui doit se passer et ce que les gens réclament, c'est que quelqu'un soit inculpé, que quelqu'un soit tenu responsable pour la mort de M. Gray. Voici mes enfants et ma fiancée. Nous sommes ici pour Freddie Gray, nous ne sommes pas ici pour la violence. Nous sommes ici parce que ce qui est juste et ce qui est injuste est injuste. Freddie Gray est arrêté par la police le 12 avril dernier. Il est alors inculpé car il a sur lui une arme blanche. Sur ces images filmées par des passants, on voit deux policiers le maintenir au sol
avant de le traîner et de l'introduire dans un fourgon. Une arrestation violente dans laquelle le jeune homme se serait brisé des vertèbres cervicales. Il n'aurait reçu d'assistance médicale qu'après de longues minutes et décède le 19 avril des suites de ses blessures. Les milliers de personnes descendues dans les rues ont probablement contribué à l'ouverture rapide de plusieurs enquêtes. Objectif, reconstituer les 45 minutes qui séparent l'interpellation de l'appel d'une ambulance depuis le commissariat de police. Les autorités redoutent une affaire Ferguson bis, car Freddie Gray n'est pas le premier jeune homme noir à mourir des suites d'une banale interpellation policière. Myriam, pour finir, ces violences à Baltimore, c'était en même temps que le dîner dont on a parlé. Pourtant, Barack Obama n'en a pas fait allusion. C'est un sujet qui l'embarrasse. Il n'arrive pas à le prendre à bras-le-corps. Absolument. C'est bien le mot. Ces manifestations, elles ont eu lieu samedi après-midi, à peine quelques heures avant l'ouverture de ce dîner. Ce qui renforce bien l'idée qu'il ne s'agissait en rien d'une conférence de presse, mais bien d'un one-man show où aucun sujet polémique ne devait être abordé. Et entre autres, celui-ci, Freddie Gray, 25 ans, décédé le 12 avril d'une rupture des vertèbres cérébrales, qui n'a donc pas été abordé. Ce sujet, pourtant, il fait bien un scandale, celui des violences raciales et notamment des violences policières. Barack Obama ni les télévisions américaines qui n'ont pas choisi de titrer dessus, ce qui a été violemment critiqué dans les réseaux sociaux aux États-Unis notamment. Merci beaucoup Myriam. À suivre après un nouveau journal, rencontre avec les loups de la nuit. Il s'agit d'un club de motards russes. Ils sont patriotiques et proches du Kremlin. Ils sont partis, vous le voyez, à moto ce week-end de Moscou, direction Berlin. Une initiative qui fait polémique. On vous dit pourquoi après un nouveau journal présenté ce matin par Julien Baloul. Restez avec nous. Merci d'être avec nous sur i24 News ce matin. Cette histoire à présent, vous allez le voir, elles ont plus de 35 ans et n'ont pas rencontré l'âme sœur. Bousculées par l'horloge biologique, et bien de plus en plus de femmes décident de devenir maman en se passant du prince charmant. En France, les femmes célibataires n'ont pas le droit de concevoir en faisant appel à un don de sperme. En Israël, la pratique est courante à tel point qu'à Tel Aviv, rares sont les crèches à ne pas accueillir d'enfants conçues de cette façon. Elles ont fait un bébé toutes seules. C'est un reportage de Marie-Françoise Lantieri. Je te pousse? Je te pousse, chérie. Fort. Ça a commencé à l'âge de 41 ans, en fait. J'espérais avant réussir à trouver l'homme de ma vie. Yatar, viens, reste assis. Non, reste assis. Après, tu iras jouer avec tes amis. J'ai compris que le temps que ça allait me donner de trouver la personne que je désire prendrait plus de temps que de concevoir un enfant. Le docteur Gilly Band travaille à la banque de sperme Asuta à Tel Aviv. C'est elle qui sélectionne les donneurs de sperme et guide les femmes dans leur choix. J'utilise mon intuition. Je demande en général aux patientes ce qu'elles cherchent et comme je connais tous les donneurs israéliens, je peux les orienter vers celui qui leur correspond le mieux. Audrey a dit très tôt à Eviatar qu'il n'avait pas de papa. Elle a eu plus de mal à lui expliquer comment il était venu sur Terre. Je lui ai dit que donc j'avais acheté une petite bouteille de sperme et qu'à l'hôpital, on aidait la maman à devenir enceinte. Bon, il a été étonné. Ah, ça, on achète. Alors même, il m'a demandé si ça valait ou pas. Donc voilà, alors, je ne peux pas trop rentrer dans les détails. Voilà, c'est un reportage que vous pouvez retrouver dans son intégralité dès ce soir, après le grand direct dans l'émission Reportage avec Stéphane Calvo. Les loups de la nuit, c'est un club de motards russes. Ils sont patriotiques, proches du Kremlin et sont partis ce week-end en moto, évidemment, de Moscou, direction Berlin. 10 jours pour traverser l'Europe sur les traces de l'armée rouge dans sa lutte contre le nazisme, une initiative qui fait polémique. Regardez.
Leur nom, les loups de la nuit. Leur mission, rallier Moscou à Berlin à moto en moins de 15 jours. Ces motards russes veulent reconstituer l'avancée des soldats de l'armée rouge lors de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant censés être apolitiques, les membres de ce groupe de motards pro-Kremlin sont proches du président Vladimir Poutine. Les loups de la nuit ont une idéologie, c'est l'idéologie de l'État. Nous sommes russes, même si notre club est international, nous savons d'où nous venons et respectons nos racines. Mais leur périple de 6000 km risque d'être perturbé, la Pologne ayant refusé l'accès au club des motards, considérant leur projet comme une singulière provocation. Par ailleurs, de nombreux participants se sont vus refuser l'entrée en Allemagne, car le rallye ne constitue pas une contribution au renforcement des relations germano-russes, selon une source gouvernementale allemande. Différentes étapes sont néanmoins prévues. Au programme, la visite des cimetières militaires et des mémoriaux de la Seconde Guerre mondiale dans chaque pays traversé par les motards. Et nous sommes en ligne avec Laurent Chamontin. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes géopolitologue, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine. Alors on l'a vu, ce projet a suscité l'hostilité des pays traversés. Pourquoi ? Eh bien, bonjour. Donc il me semble en fait que, clairement il s'agit, comme vous l'avez relevé, d'un projet politique. Enfin, il ne s'agit pas seulement de faire une promenade à moto, hein, c'est-à-dire que Zaldostanov, le chef des loups de la nuit, est un proche de Vladimir Poutine, et je crois que c'est la première des choses, c'est que c'est clairement un projet politique qui, dans l'ambiance actuelle, ne peut que heurter les Allemands et les Polonais. Donc il ne faut pas s'étonner de ce que ce projet qui peut-être dans le passé ne provoquait pas de controverse, dans l'ambiance actuelle conduise à avoir des réactions exacerbées. C'est tout à fait compréhensible. Alors ils se défendent de toute arrière-pensée politique, mais quel est leur message politique précisément ? Quel est leur propos ? Bien, écoutez, il y a clairement derrière cette entreprise un arrière-plan nationaliste, c'est-à-dire que vous avez la symbolique de la Deuxième Guerre mondiale qui est restée particulièrement forte en Russie jusqu'à nos jours. Il faut quand même savoir que c'est une des particularités, c'est que jusqu'à nos jours, on commémore l'agression allemande de 1941 dans les pays de l'ancienne Union soviétique. Donc on est dans un univers univers mental qui est tout à fait différent de celui des pays d'Europe de l'Ouest. Pourquoi ? Parce que la légitimité soviétique était avant tout une légitimité de type militaire, c'est-à-dire que c'est sur le plan militaire que l'Union soviétique a réussi quelque chose. C'est quelque chose que le gouvernement de Vladimir Poutine, le gouvernement russe actuel, récupère comme héritage de l'Union soviétique parce que c'est quelque chose qui parle à son électorat. Et donc, encore une fois, on a un projet qui n'est pas du tout innocent. Enfin, je veux dire, pour prendre une comparaison, il n'y a pas de motard français qui envisage d'aller faire un raid à Berlin pour célébrer les 70 ans de la victoire. Alors précisément au sein du gouvernement allemand, pour finir, Laurent Chamontin, on a laissé entendre que cette initiative pourrait nuire au renforcement des relations germano-russes. Les relations sont toujours tendues 70 ans après la guerre ? Le problème n'est plus la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que la question de la Deuxième Guerre mondiale a commencé à être réglée entre l'Allemagne et l'Union soviétique au milieu des années 50. Et par exemple, on voyait récemment des fonctionnaires allemands du Land de Brandebourg qui s'occupaient de la recherche des vestiges, enfin des restes des soldats soviétiques tombés pendant les batailles qui ont précédé la prise de Berlin. Donc le problème entre la Russie et l'Allemagne n'est pas la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Le problème est la remise en cause de l'équilibre européen tel qu'elle a eu lieu suite à l'annexion de la Crimée et à la déstabilisation du Donbass.
Laurent Chamantin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Voilà. Et de cette deux roues, on passe à ces belles images de voitures de collection. 24e édition du Tour de France Auto qui a rassemblé près de 300 véhicules conduits par des passionnés. Ils sont partis pour 5 jours de course à travers la France, de Pau à Biarritz. Regardez. Ça vrombit, ça tape, ça couine, ça souffle. 300 bolides des années 50 aux années 70 sont de sortie sur les routes de France. Bienvenue sur le Tour Auto des voitures anciennes, la plus vieille course automobile à étapes du pays. C'est sympa effectivement de voir d'aussi belles voitures en pleine forme. Ordinairement, elles sont même mieux préparées que quand elles ont couru à l'époque. Au programme, un circuit chaque jour. Il y a ceux qui sont inscrits au scratch, où le principe est simple, faire le meilleur temps. Puis il y a ceux inscrits en régularité, où l'important est de garder toujours la même vitesse, ce qui n'est pas plus simple. On n'est pas obligé d'avoir non plus la voiture Ferrari ou la plus chère. On peut aussi participer au Tour Auto sur des voitures comme des Mini, des plus petites voitures. Hein. Donc je pense que oui, c'est accessible à tout le monde qui veut s'en donner la peine. Coup de volant. Sur les spéciales, le grand public peut approcher les voitures de plus près. Pour ces épreuves sur de petites routes de campagne, elles leur sont réservées le temps de la course. Il n'y a alors plus de limitation de vitesse qui compte. Au final, très peu de pertes à l'arrivée à Biarritz, et surtout grâce au travail d'équipe. Pour finir, il vous faut un bon copilote. Celui-là n'a pas fait d'erreur du tout. Enfin, pas trop cette fois-ci, juste quelques-unes. Il n'est pas rare que les coureurs possèdent plusieurs de ces bolides, parfois une dizaine. Quand ils ne se déplacent pas avec leur propre mécanicien, il est alors beaucoup plus aisé d'enchaîner les rallyes. C'est joli, hein? Oui. Belles images. J'ai pas mon permis. Vous n'avez pas votre permis? Non. Rudy, revue du web. On passe en revue ce qui a agité Internet ce week-end et on démarre par l'Ukraine. On en parlait il y a un instant avec la une du L local qui a fait polémique sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Oui, regardez cette une du L. On y voit la comédienne Michelle Williams portant une robe Louis Vuitton. À votre avis, qu'est-ce qu'on reproche à cette robe? Sa couleur. Non, pas forcément, mais non, c'est écrit en dessous et parce qu'elle fait polémique, parce qu'elle est pro-russe. C'est le Huffington Post qui nous parle de cette polémique, donc qui nous vient d'Ukraine. La robe est orange et noire, soit les couleurs du ruban de Saint-Georges. Et le ruban de Saint-Georges, c'est une récompense militaire qui est devenue en 1945 un des grands symboles du rôle de la Russie durant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà pourquoi sur les réseaux sociaux, les Ukrainiens se sont totalement indignés, ont enflammé le web ukrainien et peu de gens croient au hasard dans ce contexte plus que tendu, on le sait, entre l'Ukraine et la Russie. Alors précisément, est-ce que c'était une prise de position politique de la part du L ukrainien? Alors la rédaction du L ukrainien n'a pas officiellement réagi, mais à l'heure des charges, il s'agit ici de la reprise de la une du L britannique, donc on peut en effet plaider la simple maladresse dans cette affaire. Ok, on parle d'autre chose à présent, un chiffre inquiétant pour les parents. Oui, même pour l'humanité tout entière. C'est un chiffre qui nous vient de Finlande plus précisément du département d'études psychologiques de l'université de Jyväskylä. La Betsabé n'est pas là pour me corriger. Non, mais vous l'avez certainement très bien dit. Mais là, je l'ai très bien dit. Je l'ai très bien dit. Parfait. Ils ont étudié les comportements de 160 classes de jeunes de 11 à 12 ans. Et voici le chiffre assez inquiétant qui en ressort. 4 enfants sur 5 ne font pas la différence entre une information et une publicité sur Internet. Donc partant de ce constat assez inquiétant, les chercheurs finlandais soulignent qu'en fait il est désormais très important de mettre l'accent dans l'éducation sur la formation à l'usage d'Internet, car Internet pour les plus jeunes, eh bien, c'est une source d'information considérée comme extrêmement fiable, au même titre qu'était à notre époque une bonne vieille encyclopédie. Évidemment. Ou encore en cartable encyclopédie de Microsoft. Mais voilà. Qui devrait prendre en charge cette formation
l'information, les écoles? Oui, les écoles. Et si cette étude a été menée, c'est bien pour avoir ce genre de constat. C'est aujourd'hui important, pour un jeune prend une information sur Internet comme vraie, et donc il ne fait pas la différence. Il y a seulement 1 enfant sur 5 qui arrive à faire la différence entre ce qui est une publicité et ce qui est une véritable information, ce qui est un véritable contenu. Donc c'est un constat assez inquiétant, et il faut donc éduquer les jeunes, parce qu'on a l'impression qu'ils s'éduquent tout seuls, mais en fait il faut vraiment éduquer les jeunes à utiliser Internet et à faire le tri eux-mêmes. Voilà, et le rôle des parents important également dans cette affaire. On reste dans les pays nordiques, Rudy, avec les héros du jour. Oui, je suis d'humeur très nordique ce matin. Ils ne sont pas finlandais, mais ils sont suédois et ils sont policiers. Alors ils étaient tout simplement en vacances à New York, et ils étaient en route d'ailleurs pour aller voir la comédie musicale Les Misérables sur Broadway, comme tout bon touriste. Et ils étaient dans le métro. Le conducteur du métro dans lequel ils étaient les a appelés à l'aide pour mettre fin à une bagarre qui éclatait dans un des wagons. Et puis même en vacances, les policiers suédois ont repris du service. Vous le voyez sur ces images, en maîtrisant avec beaucoup de calme, un calme très nordique, très suédois. Voilà, très suédois. Et ils ont maîtrisé les 2 hommes. Alors leur intervention, comme vous le voyez, elle a été filmée, diffusée sur les réseaux sociaux, vue 1 800 000 fois, et depuis ils sont devenus des stars, tandis que le chef de la police de New York, Bill Bratton, les a reçus pour les remercier en personne, tandis que Mashable souligne de leur côté que ces 4 policiers scandinaves sont super sexy. Je vous demande votre avis, Barbara, là-dessus. C'est pas trop mon type en fait. Bon, voilà, en tout cas, voilà, c'est très Moi, je n'aime que mon mari. Ah, c'est magnifique. Voilà, héros malgré eux. On finit par une histoire, non pas de Suédois, mais toujours de tourisme et de photos. Oui, vous connaissez les fameuses photos, je vous en ai montré beaucoup ici, où vous essayez de mettre le doigt sur la pointe de la pyramide du Louvre ou sur la Tour Eiffel. Très bien, très bien. Voilà, vous connaissez ce genre de photos. Alors, en plus d'être ridicules, ces photos sont souvent ratées à cause de la perspective. Alors, le Belge Yvan van de Ven, qui était de visite à Paris, a eu, avec l'humour et la dérision qu'on connaît bien aux Belges, n'est-ce pas, Barbara? Il a donc décidé de prendre une série de photos ratées, spécialement ratées, de la Tour Eiffel, de la Concorde. Et là où la photo devient virale, c'est quand il demande aux internautes de 4chan d'utiliser leur Photoshop, leur logiciel, pour que son doigt touche enfin la Tour Eiffel. C'est le défi. La mauvaise photo. Voilà, et donc BuzzFeed a publié le top 3 de ses résultats de ce fameux défi qui est devenu viral sur Internet. On va voir déjà la version minimaliste, c'est de quelqu'un qui s'est pas foulé. Puis il y a une autre version, la version Superman, effectivement. On lui a donné le pouvoir de voler. Puis finalement, comme tout est possible sur Photoshop, un petit malin a imaginé que c'était à la Tour Eiffel de faire un effort. Mignon. Voilà, c'est tout mignon. Ils ont raison. Merci beaucoup, petit chat. Merci à vous d'avoir été avec nous. C'est donc la fin de cette édition. Vous retrouvez Julien Baloul dans 2 petites minutes pour un point complet sur l'information. Quant à moi, je vous retrouve avec grand plaisir dès demain. Passez une très belle journée. Portez-vous bien.